Bien, tout d'abord, merci d'être venue aujourd'hui. Laurane Safo, vous vous définissez comme blogueuse littéraire et dangereusement afroféministe sur votre blog Mrs. Roots, qui a été votre premier espace d'expression. Vous commencez en mars 2013 avec un article en anglais consacré à votre surnom, donc Mrs. Roots, en affirmant que pour vous, les racines sont autant liées aux origines qu'à la capacité de grandir et de s'ouvrir. Donc cette vision semble ne vous avoir jamais quitté, car depuis vous avez publié des ouvrages qui prônent la diversité dont manque beaucoup la production française. Vous avez notamment publié donc, chez Cambourakis Comme un million de papillons noirs en 2018, Le chemin de Jada en 2020, chez l'Uni Fadia et Le chant de la rivière et Les lumineuses en 2020, et chez Albin Michel, donc Nos jours brûlés, le 15 septembre dernier, et le tome 2 sort en septembre 2022. Donc Les Lumineuses est d'ailleurs également sorti en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Vous avez également d'autres casquettes, telles que conférencière, guide d'atelier d'écriture, aussi podcast, et sensitivity reader, que nous évoquerons avec vous un peu plus tard aujourd'hui. Mais avant tout, aujourd'hui, donc, il s'agit de présenter votre dernier roman, une dystopie destinée aux plus de 15 ans, et plus largement à un public de jeunes adultes. Donc, du coup, nous allons juste commencer par présenter le livre, donner un petit résumé pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion ou la chance d'encore le lire. Donc, c'est l'histoire d'Elikia qui a 20 ans et n'a jamais vu le soleil. C'est dans une nuit permanente qu'elle est née et que, comme elle, des hommes et des femmes tentent de construire leur avenir en 2049. Accompagnée de sa mère Diba, la jeune héroïne cherche par tous les moyens à retrouver l'astre perdu. C'est dans une Afrique mouvante et mystérieuse, peuplée d'êtres divins, que les deux femmes se lancent sur la piste de Djoudou, une cité détruite, dernier espoir de lumière. On voulait d'abord commencer par montrer juste le lexique de la fin et certains passages. Avec notamment du coup un petit descriptif de la cité et des dieux. Et on voulait simplement vous demander de présenter d'abord un peu de Djoudou sans révéler tous les mystères, évidemment. C'est rare que je commence par là. Déjà, bonjour à tous et à toutes. C'est dur quand même. Donc Djoudou, en fait, est une cité perdue, abandonnée, dont on ignore un petit peu le passé, et qui, donc, selon plusieurs traces écrites retrouvées par la famille d'Elikia, aurait donc à l'intérieur de ces murs la clé pour ramener le soleil. Donc Djoudou signifie s'unir en wolof. Et c'est vrai qu'il y a un symbole en fait, derrière cette cité qui peut-être sera abordé dans le tome 2, peut-être pas. Mais c'était important en tout cas pour moi de passer un petit peu par cette architecture qui finalement en fait, est à la fois une cité, je dirais entre guillemets magique, mais aussi qui portait un idéal dans certains personnages. C'est très dur de ne pas aller dans les détails, donc je m'arrêterai là. On voulait poser la question quand même, mais on se doutait. Et du coup, on voulait commencer par vous parler un peu des personnages. Tout d'abord, celui d'Elikia, qui nous semblait assez ambivalent. Elle est marquée, donc entre guillemets, autant par la cicatrice qu'elle a sur la joue, que dans un sens plus mystérieux, car elle semble être l'élu, un personnage choisi par le destin, telle une héroïne mythologique. Pourtant, elle ne revêt pas directement tous les attributs de ce type de personnage assez classique en littérature, tels que la détermination ou le courage, tout du moins au début. Et elle est notamment plus âgée aussi que les archétypes des personnages de Young Adult, donc Young Adult étant une littérature qui se dit destinée aux jeunes adultes. Vous la présentez de manière particulièrement réaliste, avec ses travers, ses doutes, sa naïveté aussi parfois. Que signifie pour vous le fait d'en faire une héroïne imparfaite ? Est-ce qu'il y a un message peut-être philosophique derrière le motif de la marque ? Alors je ne sais pas si c'est une approche philosophique. C'est vrai que quand j'ai voulu construire Elikia, j'avais vraiment envie de proposer déjà une héroïne noire qui tâtonne, qui galère en fait, qui nous rappelle un peu aussi nos propres imperfections. Justement, Elikia n'est pas une élue. Elle est vraiment finalement face à sa mère qui a du coup cette envie de quête parce que donc, sa mère a connu ce que c'était le monde avec un soleil, le rythme des saisons, etc., etc. Et elle essaie désespérément de passer cet idéal d'un monde d'avant à sa fille qui ne comprend pas l'intérêt. Elikia, elle a toujours connu la nuit, elle ne connaît rien des différentes couleurs que sa mère lui a évoquées. Elle ne voit pas en fait en quoi elle doit s'entamer, elle doit partager cette quête avec sa mère. Et donc finalement, on assiste finalement à
à la naissance d'une héroïne qui n'a pas vraiment envie d'être là au début, qui suit sa mère parce que c'est sa mère et parce que elle veut être un peu en solidarité avec elle. Et la manière dont elle va finalement se penser comme actrice finalement de cette quête va venir beaucoup plus tard. Et donc pour moi, je pense qu'il y avait aussi... alors, en tant qu'autrice française noire de ma génération, c'est vrai qu'on est héritière de pas mal d'héroïnes noires, à la fois dans la littérature caribéenne et dans la littérature américaine, et les quelques-unes que nous avons en littérature française, même si elles sont très peu. Mais donc, il y avait aussi cette volonté de questionner qu'est-ce que c'est de montrer une femme noire forte. Et Lykia, elle se construit. Et c'est ça aussi que j'avais envie de montrer, c'est les coulisses. Souvent, on est un petit peu, je trouve... en prise avec le fait de devoir montrer une héroïne noire qui serait forcément forte, qui serait forcément sûre d'elle, etc., pour contrecarrer d'autres stéréotypes attribués aux femmes noires, que ce soit l'agressivité, que ce soit un manque de respectabilité, ou au contraire tomber dans cette espèce de travers où on ne veut pas que notre héroïne soit ramenée à un manque de respectabilité, donc on va la faire hyper respectable. Donc il y a un curseur, en fait, dans lequel où finalement on se retrouve un petit peu... je dirais presque en otage entre les représentations stéréotypées qu'il y a autour des femmes noires en littérature. Et en fait, du coup, c'est difficile d'évaluer en fait sa propre liberté créative. Et donc, pour Lykia, j'avais vraiment envie d'aller au fond des choses, c'est-à-dire que c'est une jeune adulte que l'on va voir grandir déjà. On va voir grandir, qu'on va voir faire des erreurs, qui justement va se questionner sur sa place, tant par le fait donc d'être marquée donc par la différence qui n'est pas une cicatrice, mais une tache de naissance. Donc là encore, même elle le vit, et je pense que c'est pas anodin justement que vous l'ayez identifié comme une cicatrice, parce qu'elle le vit comme une marque de laideur. Et en fait, c'est ça aussi, le rapport à son corps, à un héritage aussi qu'elle va avoir et qu'elle n'a pas encore totalement compris. Ça faisait partie aussi de ce personnage-là. On assiste quand même à un personnage qui est en rupture aussi avec l'héritage qu'elle va découvrir au fur et à mesure. Désolée, c'est très difficile de respirer avec ce masque. et donc, c'était aussi important pour moi de montrer... alors, les thèmes de la transmission et l'héritage ont toujours été quelque chose qui a été présent dans mon travail, mais donc montrer comment cette jeune femme noire va essayer de comprendre, de récupérer un savoir perdu qui n'était pas forcément pour elle. Donc c'est pour ça que là encore, on n'est pas vraiment dans l'héroïne qui a été élue, mais bien dans l'héroïne qui se retrouve concernée par quelque chose et elle ne sait pas vraiment quoi, et elle ne sait pas vraiment comment, et donc elle ne sait pas trop comment se placer par rapport à ça, et du coup qui va devenir actrice d'une lutte qui est beaucoup plus grande qu'elle. Donc Lykia, c'est aussi une héroïne que l'on va voir finalement choisir de rejoindre une lutte, qui va, au fur et à mesure, se questionner sur sa place avec beaucoup de franchise, parce que c'est très facile aussi, je trouve, de vouloir être le héros d'une lutte, mais c'est plus difficile d'être franc sur ce qu'on est capable d'apporter. Et donc, sans dire la fin, mais je pense que c'est ce choix-là aussi que Lykia fait à la fin, de savoir par rapport aux autres personnes qui l'entourent, qu'est-ce qu'elle a vraiment apporté à cette quête pour le retour du soleil. Merci. Alors, on se demandait si vous vouliez bien lire quelques extraits. Et pour juste introduire l'extrait, ça se passe au moment où Yander accepte d'entraîner Lykia. Et ça donne en fait un aperçu du caractère à la fois affirmé et téméraire de la jeune femme qui se construit. Un chiffon humide m'arriva en pleine tête et me sortit de mes pensées. « Eh, ça va pas ?» hurlai-je. « Fais la vaisselle, ordonna-t-il en m'indiquant l'évier. « Quoi ? Si tu veux vivre ici, tu dois contribuer un minimum et arrêter de discuter tout ce que je dis. » Mon cœur s'arrêta. Un léger accent, dont j'ignorais l'origine, avait traversé ses mots nerveux. L'éclaireur détourna les yeux, puis reprit la découpe de ses légumes. J'aperçus le haut de ses pommettes s'empourprer. Je ramassai le torchon devant moi, ému, et me dirigeai vers l'évier. « Si malgré mes enseignements et tes efforts, la marque prend le pas sur toi, je n'hésiterai pas à te briser le cou. C'est compris ? » « Oui, acquiesçai-je. Je vais t'entraîner pour que tu me sois utile, pas par amour de mon prochain. Alors ne t'attends pas à ce que je sois indulgent avec toi. » « D'accord. » Il marqua une pause. « Ce sera dur, reprit-il, d'une voix plus calme. Très dur. Il se peut que tu perdes ton humanité au cours du processus, que tu tues des gens, et pas seulement des créatures. Est-ce que tu comprends ? Oui. J'ouvris le robinet et nettoyai une assiette. L'eau savonneuse s'écoula entre les récipients, puis jusqu'au siphon. J'avais voulu provoquer l'éclaireur en comparant sa vie mystérieuse à ma détresse actuelle.
une réaction stupide et impulsive. Mon désespoir me rendait arrogante, mais au moins, il m'avait sauvée d'un retour forcé auprès des miens. Je repense souvent à cette conversation. J'y cherche de minuscules indices qui, au-delà des mises en garde de cet homme et de son récit alarmiste, auraient pu me prévenir de ce qui nous attendait. Il n'y avait rien. « Je m'appelle Elika », dis-je timidement. Rien, si ce n'est la douce fin d'une solitude. Et moi, c'est Yander. Merci beaucoup. Alors, vous parliez déjà un peu dans votre réponse précédente du lien entre Diba, donc la mère, et Elika. Et c'est un vrai fil conducteur dans tout le roman. Est-ce que c'est important pour vous de mettre en scène deux femmes fortes, et tout particulièrement une mère et son enfant ? Oui, parce qu'en fait, il y avait... finalement, le personnage d'Elika, il se construit aussi en miroir par rapport à sa mère. C'est-à-dire qu'au début, il y a beaucoup de conflits. Comme je disais, Elika suit sa mère sans vraiment savoir si elle a vraiment envie d'être là. Elika est quand même une jeune femme de 20 ans qui a tout quitté du jour au lendemain pour suivre, donc avec le peu d'informations qu'elles ont, l'espoir de ramener le soleil alors qu'elles ne connaissent rien des raisons, finalement, de la disparition de celui-ci, et qui vont finalement se retrouver dans un contexte de danger à toute épreuve. On est dans un monde, en fait, où tout ce qui est en dehors de la ville est revenu à l'état sauvage. Donc, on a deux femmes noires qui partent en voyage avec leur sac à dos, qui ont peut-être une carte à peu près basée sur des données qui datent de plus de 20 ans, puisque les hommes doivent à nouveau aller explorer la nature qui les entoure. Donc, il y a une solidarité qui se fait entre mère et fille, mais il y a aussi j'avais aussi cette volonté de montrer différents visages de cette... de continuer en fait dans cette idée de diversité de personnages. C'est-à-dire que... Alors Diba, elle n'est pas non plus hyper optimiste, mais elle a une volonté de faire sur ce qu'elle a connu et sur ce qu'elle veut donner à sa fille. Comparé encore à la grand-mère qui, elle, donc a fait le choix, trouve que c'est complètement déraisonné que Diba et Elika choisissent de partir là-bas dans un continent qu'elles connaissent peu, etc. Et pour moi, c'est important en fait, de montrer différentes personnalités, différents types de femmes noires, que ce soit en âge, que ce soit en termes de carnation, que ce soit en termes de personnalité ou autre, mais de montrer en fait qu'elles ont toutes une manière de lutter aussi à leur façon. Parce que même si Elika, donc par la suite, va s'engager dans cette quête pour ses propres raisons, c'est pas tout à fait les mêmes raisons que sa mère. Et après, il y a toujours évidemment cet intérêt que j'ai pour la question transgénérationnelle. Diba est extrêmement en conflit avec la grand-mère d'Elika, justement sur ce choix de ne pas être passive face à cette nuit qui a dépossédé les humains de toutes leurs connaissances par rapport au monde extérieur. Et Elika, elle, assiste aussi à ça, à cette espèce de... à un moment, il y a ce choix qui se pose. Est-ce que je reste avec ma grand-mère dans un peu en sécurité, dans ce que je connais et dans une ville où, en fait, il y a de la lumière, ou est-ce que je choisis d'aller dans l'obscurité avec ma mère en vue d'un idéal qui n'est pas vraiment le mien. Donc, je crois que c'est extrêmement important de montrer que même dans une logique de transmission, il n'y a rien de linéaire, en fait. Il n'y a rien de linéaire, de la même manière que Elika va avancer et faire ses choix et comprendre, porter un petit peu ce que sa mère lui a appris. C'est pas pour autant elle va même redécouvrir des choses. C'est vrai que dans le roman, il y a pas mal de moments qui sont... La quête d'Elika est ponctuée par des souvenirs qui lui reviennent, des souvenirs de conversations qu'elle a eues avec sa mère, des souvenirs de disputes justement qu'elle a vues entre sa grand-mère, etc. Donc montrer aussi que l'héritage, c'est pas quelque chose juste qui se passe comme un long fleuve tranquille, et en fait, non, qui est vraiment justement rythmé par des pertes, par des redécouvertes, par de la souffrance aussi. Et surtout que c'est quelque chose qui apparaît encore plus dans un contexte de survie, puisque c'est ça aussi, et je tiens à le rappeler parce que je pense que même dans la réception de Nos jours brûlés, il y avait un peu ce truc où certaines personnes ont lu ça comme une aventure, mais il y a un contexte de survie en fait qui entoure Elika. C'est pas simplement une aventure avec des dieux et des créatures, c'est que si on était à sa place, je pense pas qu'on se dirait « Oh, quelle belle aventure !» Ensuite, on pense donc s'attaquer aussi à tout l'univers que vous avez créé dans votre roman. Donc chaque personnage du livre a un double divin. Pour Elika, c'est la nuit, donc aussi appelée Gudi, qui est son némésis, mais aussi sa divinité tutélaire. Et dans ce contexte, la recherche de la lumière devient une quête initiatique
et une façon de lutter contre sa part d'ombre à elle. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce lien direct entre la recherche du soleil et de l'identité ? C'est fascinant de voir mon livre décortiqué de la sorte. Sinon, ça me donne des souvenirs d'étudiante en lettres, justement, c'est pour ça. En fait, je pense que déjà... Alors, je suis une grande passionnée de mythologie comparée, et effectivement, c'est ce qui a amené aussi à la création de la cosmogonie qu'on peut voir dans Nos jours brûlés. Donc, la manière dont certains thèmes reviennent, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée dans mes recherches, notamment en voyant qu'au sein même de la diaspora afro, il y avait justement des symboles qui revenaient beaucoup, que ce soit donc ça je pense que c'est assez universel, mais la considération du jour et de la nuit, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans pas mal de cosmogonies de différentes communautés, mais ce qui m'intéressait autour de la nuit surtout, c'est de voir d'aller plus loin que l'attrait hyper négatif et lugubre qu'on lui prête. Et de voir en fait comment dans le cas d'Elikia, elle y est confrontée directement, donc dans sa chair par rapport au pouvoir qu'elle va se découvrir, que ce soit aussi par rapport à ce que la nuit lui a appris, que ce soit par rapport aussi à ce qu'elle connaît, parce que finalement elle se retrouve à lutter certes contre un dieu qui est son dieu tutélaire, mais qui lui a aussi pris énormément, mais qui est aussi son repère. Donc en fait, ce truc extrêmement ambivalent, où rien n'est binaire finalement, dans sa conception des ténèbres en fait, en tant que tel. Et donc finalement, en fait, le jour par rapport à cet univers que l'on voit dans le roman, apparaît comme un idéal. Et la plus grande difficulté, outre toutes les épreuves physiques que l'on voit, enfin que Elikia traverse, c'est de porter cet idéal en fait. Le jour en fait devient cette espèce de porteur d'espoir. Et finalement, je pense qu'on est un peu tous comme Elikia dans cette idée de comment on fait pour continuer à avoir de l'espoir dans un contexte politique aussi mortifère que celui dans lequel nous sommes actuellement. Face aussi aux difficultés qu'on peut découvrir au quotidien, comment on fait en fait pour garder cette notion d'espoir sur des choses tangibles, et surtout en fait qui nous paraissent hyper lointains. Parce que c'est ça, finalement, le lecteur est dans une position où le jour, il sait ce que c'est. Il sait que parfois, en février ou en janvier, il y a un petit peu moins de lumière, mais voilà. Alors que Elikia, elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne sait pas ce que c'est le jour. Donc c'est ce truc presque idéaliste, presque utopiste dont on lui parle. Elle sait que ça existait, mais elle doit du coup lutter pour quelque chose qu'elle n'a jamais connu. En se disant que ce sera mieux que les conditions dans lesquelles elle vit aujourd'hui. C'est très proche de ce que l'on traverse finalement. Ainsi, le décalage entre mon quotidien auprès de l'éclaireur et celui que j'avais connu chez les humains ne tenait-il pas seulement à leur méconnaissance de l'invisible, mais aussi à cette inaction collective qui les avait comme paralysés. Grâce aux mois de formation et de prise de conscience que j'avais passé aux côtés de Yander, je n'avais plus peur de prendre part aux conflits qui opposaient l'invisible et le visible, Goody et nous. Au contraire même, je préférais agir et essayer de changer les choses plutôt que d'abdiquer dans un monde que je n'avais pas choisi. Donc le roman nous fait traverser l'Afrique de l'Ouest du Sénégal jusqu'au Cameroun, donc l'Adamawa, pardon. Nous transporte au Brésil et enfin dans les Antilles avant de retourner en terre africaine. Tout ce voyage est peuplé donc, de créatures mythiques. Et donc, au-delà de ces mythes et légendes, il aborde la question de la création du monde et de ses structures magiques en l'occurrence. Donc, comme vous en parliez, en quoi la dimension cosmogonique vous semble-t-elle essentielle pour faire connaître les mythologies africaines ? Alors, je pense que déjà, c'est le regard d'une passionnée. C'est-à-dire que quand je vois que... particulièrement en France, quand je cherchais des livres sur les mythologies africaines et que je ne voyais qu'un ou deux livres ou trois peut-être sur la mythologie égyptienne, et c'est tout. Or, l'Égypte est un pays parmi d'autres sur le continent africain. C'était assez frustrant. Donc, je pense qu'il y avait à la fois ce constat de voir qu'on a quand même une conception des cosmogonies africaines comme étant sous cette espèce de paravent la mythologie égyptienne.
Et en parallèle de ça, depuis quelques années, on a tout un regain aussi d'intérêt autour de cosmogonies issues d'Afrique anglophone, qui ont permis un terreau qui a beaucoup nourri beaucoup d'autrices. Je pense que ce soit le travail de Octavia Butler, que ce soit le travail de Nnedi Okorafor, que ce soit encore un peu aussi le travail de N.K. Jemisin aussi. On a beaucoup en fait de cosmogonies finalement venant d'Afrique du Sud, du Nigeria ou du Ghana, qui ont été extrêmement exploitées. Mais donc du côté francophone, pas beaucoup. Et ça me posait vraiment question, puisque il y a vraiment une richesse incroyable par rapport à ce qu'on peut trouver en fait du côté francophone, que ce soit avec l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale, puisque pareil, je me suis appuyée sur les choses du Congo, Cameroun, etc. Donc il y avait un petit peu tout ça, tout ce contexte où je me suis dit, mais en fait, pourquoi les gens font comme s'il n'y avait rien? Du coup, je suis allée chercher, et c'est ce que j'ai fait pendant 6 ans, essayer de trouver un petit peu ce qui existait. Sachant qu'une autre difficulté, c'est l'approche occidentale par rapport à ces croyances-là. C'est-à-dire qu'effectivement, la manière dont on va parler des croyances d'Afrique est souvent motivée par un rapport de force. Ce qu'on appelle folklore, ce qu'on appelle mythe, quand il s'agit de religion, ça a du sens en fait. C'est déjà en fait être dans une position où on estime que ça appartient au réel, et ça appartient à l'irréel ou à l'invisible, etc., etc. Or, on ne peut pas parler de mythologie des religions qui sont pratiquées encore aujourd'hui en 2022 dans ces pays-là, en fait. Donc, en fait, il y a eu toutes ces problématiques-là autour de cette question-là. Et du coup, en travaillant sur nos jours brûlés, j'ai essayé de voir déjà ce qui existait et ce qui revenait beaucoup. Donc, par exemple, la figure du serpent revient énormément, que ce soit pour le peuple Béti au Cameroun, comme dans leur mythe fondateur, que ce soit sous la forme de Bunzi, donc dans la religion Congo, que ce soit dans les religions afro-brésiliennes. Enfin, c'est l'agoro, qui est en fait un serpent arc-en-ciel, donc en fait, et souvent avec la même signification, qui est symbole de vie, d'infini, etc. Donc j'ai essayé de faire ce travail-là, de voir ce qui revenait beaucoup, pour créer en fait une sorte de synthèse à travers la cosmogonie de nos jours brûlés, et en fait de créer donc des figures qui reviennent beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de déesses des eaux, que ce soit l'océan ou les eaux douces, etc. Mais tout en étant consciente aussi de ma place. C'est-à-dire que oui, je suis une autrice afrodescendante, mais je suis française. Donc si je sors si j'avais sorti Nos jours brûlés en m'appuyant sur ces cosmogonies-là, sans mettre en avant les sources sur lesquelles elles s'appuient et qui sont déjà invisibilisées dans le contexte où je publie mon livre, en fait, j'aurais participé à cette invisibilisation. Et donc, c'est pour ça que c'était important pour moi d'avoir vraiment cette partie note pour parler du travail que j'ai voulu faire, de donner des références pour que les gens aussi aillent chercher, si vous voulez, en fait, avoir des portes ou des liens, en fait, par rapport à ces religions-là. Même si c'est pas une encyclopédie, on s'entend, mais au moins en fait donner en tout cas des éléments où je montre de quoi je me suis inspirée, et je rends visible aussi ces questions-là. Donc l'idée effectivement, et ça c'est quelque chose aussi qui a été vraiment, j'ai été soutenue par mes éditrices en tout cas sur cette démarche-là, de permettre en fait aux lecteurs d'en apprendre plus sur justement ces cosmogonies-là qui ne sont pas forcément très connues ici, quoi. Je fixais désespérément l'écran de mon GPS, anxieuse, tout en veillant à rester près de ma mère qui nous guidait. Mais dans le monde de la grande nuit, on ne peut pas se méfier uniquement de ce que l'on entend ou de ce que l'on voit. Je le compris lorsque je me sentis soudainement épiée, comme un million d'yeux. Je levai la tête vers les feuillages, des arbres, et remarquai d'étranges reflets nacrés. Mon cœur fit un bond. J'attrapai le bras de ma mère et la forçai à s'arrêter. Elle se retourna surprise, puis suivit mon regard. Cachés entre des feuilles aussi ovales et épaisses que celles des palétuviers, des êtres irisés de la taille de mon avant-bras étaient assis sur les branches et semblaient nous fixer. Leur silhouette vaporeuse avait 2 orifices vides à la place des yeux. Notre échange silencieux s'éternisa et mon cœur s'emballa. Quels étaient leurs pouvoirs? Pouvions-nous sortir de cette situation comme nous l'avions fait avec le lézard-une? Ils se redressèrent lentement sur leurs 2 jambes, brumeuses, sans cesser de nous épier. Ils attendaient quelque chose. Mais quoi? Je ne savais rien d'eux, pas même leur espèce. Je me tournai vers ma mère, terrifiée.
La sueur faisait luire les traits de son visage. Elle réfléchissait, sans oser les quitter des yeux. Songeait-elle à faire demi-tour, ou voyait-elle en eux une preuve que nous étions proches de Judu? À ma grande surprise, elle leva lentement la main gauche et les salua. Les petites créatures demeurèrent immobiles. Elle retira ensuite son sac de ses épaules, puis fouilla à l'intérieur. Était-ce vraiment le moment de chercher quelque chose? Le froissement des vêtements et des papiers, le brinque-ballement des objets au fond, tout ce bruit fit trembler les esprits de l'arbre. Je secouai l'épaule de ma mère pour la prévenir, mais elle s'obstina. Après de longues minutes, elle brandit 3 barres de céréales, une mangue et une petite bouteille de jus de fruits. Elle avança alors vers l'un des arbres où les créatures étaient nichées. Alors, dans cet extrait, par exemple, vous avez évoqué le lézard-rune, lézard gigantesque dont la queue s'ouvre en une fleur dorée servant d'appât, descendant de Goody. Plus tard aussi, vous dites qu'elles ont cru que c'était des Yumboé, mais qu'en fait, c'était des Missima. Donc, on voit tout ce lexique apparaître. Dans les descriptions donc, dans le roman sont riches et extrêmement diverses, donc de la peau, dans toutes ses formes et nuances, allant du hâlé avec des taches de rousseur de l'oracle jusqu'au teint d'onyx de l'Ansa-Bossam. Et donc toutes les descriptions jalonnent le roman. Et à quel moment de ce roman s'est imposée cette articulation autour des peaux humaines, hybrides et animales? Je sais pas, je pense qu'il y a toujours... Alors, j'ai longtemps travaillé sur la manière, en fait... Enfin, ça m'a toujours fasciné, cette question de comment, aujourd'hui, on peut décrire les peaux noires et rendre leur diversité en littérature par les mots, tout en essayant de s'émanciper d'un vocabulaire, en fait, très colonial et très, en fait, comparé au caramel, au chocolat, etc. Enfin bref, parler des peaux noires en littérature en France, c'est très balisé en fait. Et donc j'ai travaillé d'abord sur ces questions en lançant un atelier d'écriture qui s'appelait De quelle couleur est ta peau noire, avec une artiste qui s'appelle Anna Tché, où en fait on était du coup avec des participants et on cherchait, et donc le défi c'était de décrire donc des photos de personnes noires en essayant d'autres manières en fait de les nommer. Et c'est vrai que donc on avait invité aussi certaines autrices dont Josette Spartacus qui avait dit, et ça m'a toujours marqué, que si elle avait envie de parler d'un homme noir, de décrire un homme noir comme ayant la peau bleu ivoire, ça ne lui appartenait pas le fait que le lecteur soit là en se disant mais c'est quoi bleu ivoire, enfin, voilà, ça lui appartenait pas en fait, que c'était son choix en fait de nommer ça, et que ce que le lecteur allait investir dans bleu ivoire en fait voilà, c'était plus son affaire. Et je trouvais que c'était une forme de liberté créative que je trouvais juste phénoménale, bref, mais donc il m'a beaucoup poussé du coup à m'interroger et à rechercher aussi d'autres descriptions. Je reste marquée par exemple par une scène de Simone Schwarzbart dans Tivan où elle décrit une femme noire donc à la peau foncée qui rougit. Et en fait, ça, elle parle des nuances, de carnation, le côté comment le côté marron foncé vire presque au bordeaux, etc. Enfin, avec l'afflux de sang, etc. Et c'est extrêmement beau et c'est extrêmement rare en littérature. Donc, je pense que du coup, j'ai un petit peu ma petite obsession sur ça. Et évidemment, c'est aussi, c'est pas anodin de proposer une majorité de personnages en fait noirs dans un roman comme celui-ci, même si je me suis pas dit je vais mettre que des personnages noirs dans ce... Non, c'est juste ils sont apparus et c'est tout, mais c'est vrai que du coup les décrire, montrer aussi cette diversité là, c'est important. Et autant ce travail là avec les albums jeunesse, il était porté par l'illustration, donc j'avais pas à décrire ou pas plus que ça, autant dans le texte j'avais envie de montrer cette diversité des carnations. Du coup, on voulait également parler un peu du travail éditorial. Vous êtes revenu plusieurs fois sur les réseaux sociaux et vous avez confié avoir changé votre méthode d'écriture. On est quelques-uns à avoir suivi quelques lives où vous donnez des conseils. Et vous parlez d'écriture en patchwork. Et on se demandait si vous pouviez nous en dire plus, comment ça se déroulait, si vous aviez aussi peut-être quelques conseils pour des futurs écrivains ou écrivaines. Ah, c'était horrible. Non, c'était bien. Ah non, c'était... En fait, c'est vraiment... J'ai jamais travaillé... C'est un
c'est un univers qui m'a forcé à travailler comme ça. C'est-à-dire que, alors l'univers de Nos Jours Brûlés, je l'avais depuis très longtemps, mais le fait déjà de passer de alors, à l'origine, c'est une histoire qui était présente sur le web via Wattpad et Tumblr, qui faisait 80 pages sur Word, et j'ai dû transformer ça en ça. Donc en fait, du coup, il y avait un peu ce truc où alors, mes éditrices, en gros, me disaient, c'est l'occasion de parler, de rajouter des choses, etc. Donc, il y a évidemment beaucoup de scènes et parties du bouquin qui n'étaient pas dans la version initiale. Mais à chaque fois, ce que mes éditrices me disaient, c'est il faut détailler. Il faut faire des descriptions. Et c'est marrant parce que les descriptions, beaucoup de gens les remarquent, mais c'était les parties les plus longues, pour ne pas dire autre chose, à rédiger. Mais donc, c'est un travail où, en fait, du coup, j'avais une base et mon travail, c'était de tirer encore plus, prendre tel chapitre et voir comment je peux détailler. Qu'est-ce que je n'ai pas dit, en fait. Et c'est très dur, quand vous avez l'histoire en tête depuis plusieurs années, de faire ce travail-là, parce que vous avez l'impression que on l'a déjà dit. Et en fait, je me retrouve face à mes éditrices qui me disent non, moi, je sais pas, en fait, à quoi ressemble la forêt de la Dame à Doigt. Et je me dis si. Et non. Donc il y avait à la fois... j'ai dû procéder de manière assez... en patchwork, mais surtout en identifiant 3 axes. D'abord, le rythme de l'histoire. Donc j'avais vraiment cette espèce de mur avec mes petits post-it, etc., où il y avait d'une part le rythme, donc quels éléments en fait étaient trop lents ou étaient trop courts, lesquels devaient être détaillés, lesquels devaient être un peu plus raccourcis, etc. J'avais un autre axe qui était les personnages, donc c'était tous les personnages sauf Elika, et donc en fait voir en gros comment les personnages interagissent entre eux, même quand ils sont secondaires, et quelle dynamique ça créait aussi, et quelles questions ça posait aussi sur la suite de l'histoire, et donc après à quel moment aussi ils apparaissaient dans l'histoire. Et un autre axe qui était Elikia, donc l'évolution vraiment de sa trajectoire, que ce soit ses périples, qu'est-ce qu'on devait apprendre dans chaque chapitre d'elle aussi, pourquoi en fait on la voit s'entraîner avec Yander, etc. Mais parce qu'en fait... il y a des choses qui se sont révélées au fur et à mesure qu'elle va en apprendre plus, à la fois sur ses capacités, et à la fois sur l'éclaireur, et à la fois en fait sur elle-même. Donc cette progression-là, il fallait aussi que j'ai un peu ma carte. Donc une fois que j'avais posé tout ça, ça m'a permis de faire une feuille de route, où en fait du coup, j'avais vraiment ce truc où je reprenais l'armature en fait de mon roman, et en fait par chapitre, je savais un peu en gros quels objectifs je voulais montrer au lecteur. Mais du coup, oui, les réécritures, c'était... Donc en fait, plus je faisais des réécritures, je crois qu'il a dû en avoir 4 à la fin, ou 5. Et en fait, plus les réécritures en fait, m'amenaient juste à détailler. C'est-à-dire que je suis vraiment partie de comment épaissir l'histoire à comment la rendre plus visuelle. Et donc, la toute dernière réécriture, je crois que c'est même mes éditrices qui m'ont dit d'arrêter d'ajouter des événements dedans, quoi. Donc à la fin, c'était vraiment ce travail un peu de polissage, je dirais, du texte, en gros. Merci. Et on voulait revenir aussi sur le genre, parce que vous êtes la première autrice young adulte notamment. Et on se demandait pourquoi vous avez choisi d'écrire un roman jeunesse young adulte, parce que vous adressez ici une forme de message aux jeunes générations, et en faveur de la diversité culturelle notamment. Comment concevez-vous votre position d'autrice et de militante afroféministe à propos de ces questions ? Je la conçois pas. Je pense que je le vis, en fait. Non, très, très honnêtement, en fait, c'est un peu cette situation où, effectivement, je sais très bien dans quel contexte mes œuvres sortent en France et comment elles sont reçues. En fait, je sais déjà, quand je fais des projets comme Nos Jours Brûlés, j'anticipe déjà, en fait, ce que je vais entendre. C'est-à-dire que pour Papillon Noir, il y avait toutes ces questions autour du communautarisme, tellement de choses. Pour le chemin de Jada, j'avais fait le choix de ne pas préciser où ça se passait, que ce soit un pays imaginaire. Et j'étais sûre qu'on dirait « Oh, quel beau conte africain !» Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, pour Nos Jours Brûlés, il y avait un peu la même chose. Donc, en fait, je suis très au fait du contexte dans lequel je me place. C'est-à-dire que je sais, en général, quels écueils, en fait, je vais rencontrer par rapport à mes projets. Mais après, pour Nos Jours Brûlés, ce qui était assez nouveau, c'est que déjà, j'ai jamais fait du young adulte avant.
Donc je découvre aussi comment, plus largement, le young adulte est considéré en France. Et c'est très particulier. Très particulier. Et du coup, c'est clair que dans cette approche de vouloir faire un roman comme Nos jours brûlés, où voilà, il y a la question effectivement du voyage initiatique, de montrer une héroïne noire, oui, déjà, mais aussi, surtout, une héroïne noire qui est complexe, en fait, qui est pleine de nuances, etc. Donc, ça reste quand même des projets, en fait, que je sors et que j'ai envie de faire. Et leur vie ou la manière dont ils sont reçus, c'est la vie du livre, en fait, après. Moi, je sais, en fait, que j'ai ma démarche afroféministe, mais j'ai pas d'agenda, en fait. C'est juste que c'est des projets qui sont cohérents avec ce que je suis et ce que je fais. Et voilà, en fait. C'est vraiment des projets qui, après, vont rencontrer leur public et portent... et j'ai souvent, en fait, toujours un peu les mêmes thèmes, qui est comment, en fait, on parle de transmission différemment en littérature, comment... on montre aussi autrement certaines communautés, parce que là encore, la facilité, je trouve, dans Nos jours brûlés, ça aurait été peut-être de me cantonner juste, je sais pas, à un pays, mais en fait, ça a du sens de montrer cette diaspora, de voir, enfin, le livre va aussi aux Antilles, donc en fait, si on est en 2049, à quoi ressemblent les Antilles, quand on sait qu'il y a tout ce qui se passe autour de la montée des eaux, etc. Bref, il y a aussi pas mal de thèmes relatifs aux discussions et aux débats sociaux que l'on a aujourd'hui, qui vont forcément aussi... qui me sont contemporains, donc que je vais forcément aussi me retrouver à réutiliser. Mais c'est vrai qu'après, en termes de messages, je pense surtout que, comme je disais, en fait, Elika finalement montre en fait notre capacité finalement à se placer comme acteur d'un changement collectif, je pense. Et ça, c'est dur, justement. Je trouve en tout cas, pour les jeunes d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est... Pour les jeunes d'aujourd'hui, genre j'ai 80 ans. Bref, pour les jeunes d'aujourd'hui, je trouve que c'est parfois dur de savoir se placer et de savoir par quel biais. Et c'était important pour moi de montrer une héroïne qui tâtonne. C'est OK, en fait, de ne pas connaître tous les essais sur l'antiracisme, etc. Si on veut s'engager dans certaines associations, c'est OK d'avoir peut-être, je sais pas, d'avoir un déclic en regardant un film ou un documentaire ou autre. Enfin voilà, les trajectoires sont tellement diverses que j'ai plus envie de faire finalement... en tout cas, j'avais envie avec... le personnage d'Elika de montrer qu'il n'y a pas de trajectoire facile et que c'est surtout des trajectoires très personnelles. Donc on a parlé du fait que c'était un roman young adulte. Donc le roman présente beaucoup de passages assez violents donc tout le long de l'histoire, la mort, le deuil, le désespoir, la rage, le sang, notamment donc, le massacre commis par la prêtresse Diarra au service de la nuit Goudi. Et donc est-ce un écho aux violences faites au peuple africain par le passé? Je sais pas si ça fait écho, mais ce qui est... Alors ça, c'était vraiment par contre un parti pris. C'est-à-dire que quand j'en ai parlé avec mes éditrices, déjà, l'histoire était déjà là, mais il y a une dureté qui est propre, en fait, comme je disais, en fait, un contexte de survie où je ne voulais pas adoucir, en fait, cette violence-là. Et effectivement, c'est quelque chose aussi que je voulais rendre proche de l'héroïne, parce que je pense aussi que par rapport, que ce soit question d'esclavage ou de colonisation, il y a toujours ce truc où on se dit « Ah, c'est dans le passé, c'était il y a longtemps, etc. » Et là, en fait, le lecteur, ici, se trouve quand même confronté en fait, à cette violence qui n'est pas... qui entoure, en fait, Elika et qui est présente, en fait. Donc, et on ne peut pas mettre un filtre, en fait, sur les événements traumatiques, en fait, que l'on peut vivre en général. Donc, je ne sais pas si c'était forcément un écho par rapport spécifiquement à tout ce qu'a vécu en fait les communautés noires historiquement, etc. Mais en tout cas, oui, il y avait vraiment cette volonté de ne pas filtrer ces violences-là et de montrer en fait que Elika, tout comme le lecteur, n'a pas le choix en fait que d'y faire face, surtout. Ouais. Alors, on n'a pas filtré, on a justement un extrait. J'ai d'abord vu les hommes qui la regardaient. Ils étaient 3, tous suspendus contre la paroi montagneuse. Il n'y avait pas de corde ou de piquet auquel ils auraient pu s'accrocher. Une force surnaturelle semblait les y maintenir. Je ne me souviens que de leur visage. À gauche, le premier avait une chevelure de loques,
et l'un des côtés du crâne rasé. Sa peau était du même marron que le bois d'acacia, avec des tons ocre. La dureté de son regard contrastait avec ceux des autres. Au centre, un autre homme semblait crier quelque chose. Des boucles châtains et brillantes de sueur frisaient autour de son visage, et ses iris rouges irradiaient. Sa peau hâlée, marquée de taches de rousseur, était couverte de poussière. Le dernier d'entre eux, à droite, se débattait furieusement. L'éclat de ses dents acérées et de ses yeux azurins tranchait avec son teint d'obsidienne. Ses traits d'humain se déformaient par soubresauts, comme incapables d'achever une transformation. Je n'entendais pas ces êtres, mais je percevais leur terreur commune. Je suivis leur regard et me retournai. Un nuage de poussière se dissipa, dévoilant une mer de corps ensanglantés. Je manquai de vomir et me couvris la bouche. Je n'eus pas le temps de distinguer les cadavres entiers de ceux démembrés, car je fus soudain captivé par la présence d'une femme agenouillée au milieu d'eux. Est-ce à cause de passages comme celui-là que vous avez décidé de mettre un trigger warning? C'était un avertissement pour ménager les passages sensibles, on va dire. Oui, tout à fait. Et ça, je le dois d'ailleurs à une bibliothécaire qui a fait ce travail de proposer, qui était sur Twitter et qui expliquait quel trigger warning en fait ou type d'avertissement on pouvait mettre dans un livre sans que cela spoil en fait ou gâche le suspense pour certains lecteurs, ce qui a fait grand débat dans la petite communauté des auteurs sur est-ce qu'il fallait justement mettre des avertissements de contenu ou pas, et en fait je trouvais en fait c'est intéressant d'assister à ces conversations là, mais c'est toujours j'ai l'impression que parfois les gens oublient que la question de rendre universelle la littérature, c'est aussi penser à différents conforts de lecture en fait pour tout le monde. Et donc cette bibliothécaire-là, justement, a montré en fait que, en gros, la manière dont on met, par exemple, juste une page prévenant qu'il y a des avertissements de contenu, que les gens peuvent se référer à telle page, etc. Elle a vraiment montré, détaillé qu'est-ce qui peut permettre un confort de lecture pour tout type de lecteur, autant ceux qui veulent être prévenus que ceux qui ne veulent pas. Et une fois en fait que j'ai vu ça, je me suis dit mais ça nous coûte quoi en fait de le faire. Donc pas que j'avais besoin d'être convaincue, mais juste c'est vrai que je me demandais effectivement quel type d'avertissement mettre sans que ça coupe le lecteur dans sa lecture. Et dont j'en ai parlé à mes éditrices. Et donc c'est là où en fait elles étaient très contentes de pouvoir mettre des avertissements parce qu'effectivement il y a quand même des thèmes qui sont très durs. Et aussi qui arrivent aussi au tout début aussi du roman. Donc, et il y a beaucoup de lecteurs en tout cas qui étaient contents de pouvoir s'y référer. Donc voilà. Merci. Donc vous mettez en avant la nature dans votre roman, son caractère organique, donc toute la forêt d'Adamawa, les créatures qui la peuplent comme le lézarune ou l'Umdlebi. Et donc il y a manifestement un désir de penser la nature, la place des êtres humains et de défendre donc des enjeux environnementaux. Et on se demandait si l'écologie représente une préoccupation à l'origine de votre projet. Oui, c'était à la fois je pense que c'était une problématique déjà qu'on peut pas. Enfin, les questions environnementales, sont tellement d'actualité que je ne voyais pas comment faire un univers qui se passerait en 2049 où en fait il n'y aurait pas ça comme enjeu, surtout avec un monde où il n'y a plus de soleil, donc en fait on a toute une agriculture et une faune et une flore qui changent. Et surtout en fait dans ce travail aussi de restitution de cosmogonie africaine, la nature est extrêmement présente en fait dans ces cosmogonies là, donc je ne me voyais pas faire un travail comme celui de Nos jours brûlés et totalement évacuer les religions animistes ou la considération ce rapport en fait à la nature qui est énormément présent dans beaucoup de cultures d'Afrique francophone, où justement il y a vraiment ce rapport du quotidien entre l'homme et la nature qui l'entoure en fait. Ce qui est du coup en fait intéressant parce que souvent justement on me demande du coup si c'est dans une démarche écologiste etc que ça a été fait. J'avais pas d'agenda sur ces questions-là, c'était plus en fait dans un souci de réalisme aussi, puisque c'est un fait aussi qu'aujourd'hui, comme je reprends l'exemple de la montée des eaux, mais il y a des territoires qui sont en train de disparaître actuellement à cause des changements climatiques et tous les enjeux autour de la justice sociale etc qui sont liés à ces enjeux-là. Donc
De la même manière qu'on voit qu'il y a un capitalisme qui a survécu, même après l'apparition de la nuit dans Nos jours brûlés, il y avait aussi ces questions qui participaient à ça aussi. Merci. Et enfin, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle de sensitivity reader et peut-être le définir pour les personnes dans la salle qui ne savent pas ce que c'est? Et est-ce que cette activité parallèle influence votre façon d'écrire et si oui, de quelle manière? Beaucoup de questions. Être sensitivity reader ou relecteur sensible, c'est quoi? C'est tout simplement accompagner des auteurs ou des éditeurs sur des projets par rapport à certaines thématiques. Par exemple, je peux recevoir un texte où on me demande, voilà, on a des personnages noirs dans ce livre-là, et on voulait s'assurer qu'il n'y ait pas de stéréotypes ou de propos racistes en fait dans ce roman-là. Donc moi, ce que je fais avec, alors c'est pas simplement le fait d'être une femme noire, hein, c'est aussi c'est à la fois le fait à la fois d'être une femme afrodescendante, mais aussi d'avoir cette expertise par rapport aux littératures afro et les imaginaires coloniaux aussi qui sont parallèles de cette littérature-là. Donc je relis ces textes-là et je mets des commentaires ou des remarques, parfois en me donnant parfois des liens ou des sources en tout cas pour expliquer mon point de vue. Et la personne en face, donc que ce soit l'éditeur ou l'auteur, est libre d'en prendre compte ou pas. Ce qui est important puisque en France, quand cette question des relecteurs sensibles ou sensitivity reader est arrivée, ça a fait l'objet d'une polémique puisque nous sommes en France et nous adorons la polémique. Et du coup, il y avait un petit peu ce truc où on a donné un pouvoir de tyran en fait aux sensitivity readers sur le fait que on force du coup les auteurs à changer leur texte en vue d'enlever justement la discrimination qui pourrait être présente dans leur création. Or, c'est une activité de conseil, en fait. Donc, la personne peut très bien recevoir mes remarques et ne pas les appliquer, en fait. Après, donc, est-ce que ça influence mon travail aujourd'hui? Non, pas vraiment. Je pense que ça me donne plus une meilleure vue d'ensemble sur le monde de l'édition. C'est-à-dire que j'ai un peu plus d'éditeurs qui me contactent par rapport à ce service-là, par rapport à il y a 2 ou 3 ans, par exemple. Donc, je sens qu'il y a un intérêt qui est porté à ces questions-là. Je vois aussi les limites de cette activité. C'est-à-dire que parfois, les relecteurs sensibles peuvent servir aussi d'épouvantail pour ne pas justement aller chercher d'autres voies. et ça aussi, c'est une autre problématique. Donc, c'est un petit peu le regard que j'ai sur cette activité-là. Maintenant, ce que je trouve aussi intéressant, c'est de voir les auteurs qui prennent... Je crois qu'avec cette conversation-là, en fait, il y a aussi la question de la position de l'auteur comme étant cet être sacré qui ne peut pas remettre en question son travail, qui est en train de s'effondrer. Et du coup, je reçois des mails d'auteurs ou d'autrices qui, un peu désolés, me disent « Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur mon texte parce que je ne sais pas si j'ai bien fait. » Et c'est OK, en fait, d'avoir cette humilité de dire je ne maîtrise pas tout. J'aimerais savoir et j'aimerais me référer à quelqu'un qui sait, en tout cas sur cette thématique-là, quoi. Toujours un peu frileuse par rapport à la réécriture. Pour plusieurs raisons, dans le sens où... c'est probablement complètement subjectif, dans le sens où je suis plus dans une démarche de redécouverte, en fait, des récits qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est-à-dire c'est comme quand on parle des récits d'esclavage qui sont très présents dans la littérature US. On n'a pas ça en France, parce que déjà, les communautés noires n'ont pas eu le même accès, en tout cas à la publication, etc. Donc moi, la raison pour laquelle je mets ça en parallèle avec la question de la réécriture, c'est qu'est-ce qui déjà n'a pas été écrit ou quels textes quels sont les textes auxquels on n'a pas accès ou qui ont été invisibilisés en fait. Donc du coup j'ai un peu la tendance à voir ce travail de réécriture comment dire, comme une couche qui va par-dessus ce qu'on a déjà aujourd'hui. Je sais pas si c'est très clair. Du coup, c'est vrai que
je sais pas si c'est vraiment un enjeu de réécriture qui nous concerne aujourd'hui, mais plus en fait d'avoir d'autres points de vue qui s'expriment en fait en parallèle de ce qui a existé. Si aujourd'hui en fait on a des auteurs justement qui écrivent des récits sur la colonisation du point de vue de pays colonisés, c'est bien parce que c'est en réponse ou en référence à déjà un discours dominant autour d'un événement historique. Donc réécriture, je pense que ça dépendrait peut-être du cas par cas, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me rendent un peu frileuse par rapport à ces questions-là. Et alors pourquoi c'est une duologie ? En vrai, c'est pas une duologie. En vrai, Nos jours brûlés appartient à une saga beaucoup plus grande. C'est juste que du coup, ce bout de saga est sorti en premier. Et à chaque fois, on me dit oui, comme Star Wars avec le voilà. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Donc oui, il y a d'autres tomes qui appartiennent en fait au même univers que Nos jours brûlés. Est-ce qu'ils vont sortir ? Je ne sais pas. Ça dépendra déjà si Nos jours brûlés plaît et si le tome 2 plaît aussi. Mais c'est vrai que c'est un univers tellement large, un peu. C'est là où, en fait, où je comprends en fait, ces auteurs ou même ces scénaristes qui font des séries dérivées sur certains personnages secondaires, etc. C'est très facile de tomber dans ça. Donc pour l'instant, je pense que j'avais, en tout cas pour l'univers de Nos jours brûlés tel qu'on le connaît, j'estime qu'une duologie est suffisante, même si ma bêta lectrice n'est pas de cet avis. Mais bref. Et je pense aussi qu'il y a pas mal de personnages que l'on voit comme étant secondaires dans Nos jours brûlés qui méritent pour eux-mêmes déjà des tomes. Donc je croise les doigts pour peut-être le futur. Merci beaucoup à tous d'être venus. Encore merci Laura Nsafou. Merci beaucoup.